is amazing. Are they just on that island? Yeah, they're just on that island. Comme de coutume, merci à tous d'être venus si nombreux. Merci d'abord à Olivier Noyas d'être parmi nous pour nous présenter un livre et d'abord pour se présenter lui-même très brièvement. Je laisse toujours ce soin à nos invités. Ils font ça mieux que moi. Alors, donc Olivier Noyas, je suis journaliste à l'hebdomadaire La Vie, habitant du quartier, je pense que ça c'est important de le dire, à 2 pas de la librairie Tropique, parce que ça a quand même un rapport avec ce que je fais, puisque quand j'avais écrit mon premier livre qui s'appelait Le changement climatique pour les nuls, je l'avais présenté ici même. Donc ça c'est le premier livre que j'ai écrit, parce que je suis un peu spécialisé dans les questions écologiques, au sens large du terme. Et donc j'avais écrit Le changement climatique pour les nuls. Et dans la foulée, j'ai écrit Quel climat pour demain avec Jean Jouzel. Jean Jouzel, c'est le vice-président du GIEC, un climatologue assez connu. Et pour le deuxième livre, d'ailleurs, on a eu le grand honneur de recevoir le prix Science pour tous, qui est un prix intéressant parce qu'il est décerné non pas par des jurys spécialisés, mais par des jeunes lycéens et collégiens. Et je pense que pour un sujet comme le changement climatique a quand même à voir avec les générations futures, symboliquement, c'était assez important. Et donc, il y a à peu près 1 an, je me suis mis à la rédaction de ce livre, La ferme aux 1000 terroirs. Voilà. Alors, la ferme aux 1000 terroirs. Alors, c'est vrai que le titre, je pense qu'il est assez clair par son antithèse. C'est vrai que le titre et l'idée m'est venue lors d'un reportage que j'ai fait pour mon hebdomadaire quand je suis allé c'était en décembre 2016, à la 5e assemblée générale d'une association qui s'appelle Novicène, donc vous voyez le jeu de mots, qui est située dans la Somme et qui est une association locale qui regroupe, c'est assez intéressant comme association parce qu'elle regroupe aussi bien les riverains, des écologistes, des défenseurs de la cause animale, des agriculteurs bio et la Confédération paysanne, parce que depuis 5 ans, ils s'opposent à l'implantation sur leur territoire de la ferme-usine dite des 1000 vaches. Et quand je suis allé à cette réunion, le bon côté quand même de l'affaire, c'est que malgré tout ce qu'on a dit, c'est une usine qui est presque en échec pour différentes raisons. D'abord, elle est en échec économique. Elle perdrait dans son fonctionnement quotidien un certain nombre d'euros par jour. Le propriétaire, qui d'ailleurs n'est pas issu du monde paysan, qui est quelqu'un qui vient directement du BTP, donc on voit vraiment le côté très industriel, agro-business. Son lait est boycotté par les coopératives locales et il est obligé de le vendre en Belgique. C'est une usine qui est en infraction administrative parce qu'il a commencé à l'exploiter avec un quota d'animaux qui est supérieur à l'autorisation administrative, donc il y a un procès qui est en cours. Et donc finalement, malgré tout ce qu'on dit de cette usine, son avenir n'est pas assuré. Mais néanmoins, elle tourne. Elle tourne, mais... C'est curieux, en fonction de tout ce que tu viens de nous dire, parce que comment peut-on l'autoriser à poursuivre son activité? Alors c'est vrai qu'il y a tout un dossier qui est instruit par le tribunal administratif d'Amiens, et c'est vrai que la justice est relativement lente. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'était un projet qui était porté par quelqu'un qui s'appelait Michel Ramery, qui était donc entrepreneur du BTP, très connu dans le travaux publics dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui n'a aucun rapport avec le monde agricole et qui est décédé. Et d'après ce qu'on dit sur place, ses enfants qui ont pris la suite sont beaucoup moins intéressés. Donc voilà, je dirais que son avenir n'est pas... Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai tourné un petit peu le lendemain autour de cette ferme-usine, et j'ai rencontré vraiment l'anti-modèle de la ferme des villages, puisque quelqu'un dont je parle dans le livre de la ferme des 1000 terroirs, qui s'appelle Guillaume Roussel, qui a 26 ans, qui est agriculteur à Hiermont, 140 habitants à 20 km de Druca. Druca, c'est l'endroit où il y a la ferme des 1000 vaches, qui est issu d'une famille paysanne, et lui, il a choisi, en convainquant son père, dans des discussions familiales à la fois vives, mais néanmoins fraternelles,
de passer en bio. Et 70 hectares de polyculteurs sont cultivés en bio, et en faisant tout un aspect donc sur ces 70 hectares cultivés en bio, c'est tout un projet finalement familial et assez complet, avec un retour des races anciennes et locales, parce que vous savez que l'industrialisation de l'agriculture a amené aussi une raréfaction des races anciennes, notamment la fameuse race, la Prim Holstein, qu'on appelle moins poétiquement la pisseuse de laine, parce que concrètement c'est un peu son rôle qui est dévolu. Et donc lui, il a rebâti tout un projet avec des races anciennes et locales, une diversification. Il fait du poirier et du pommier pour faire un peu du cidre local, bien-être animal, soin des animaux. Donc soin des animaux par la phytothérapie, vente directe. Et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que ce paysan, jeune paysan, Guillaume Roussel, 26 ans, il est également employé par l'Institut de l'agriculture biologique en Picardie. Et il y a 70 agriculteurs en conversion vers le bio. Parce que la Picardie, c'est certainement pas la région où le bio se développe le plus. Il y a à peine 1% des agriculteurs qui sont en bio. Mais il y a quand même, depuis la crise laitière, des agriculteurs qui regardent ça. Donc d'un côté, on a cette ferme des 1000 vaches qui a à peine 3 employés. Et de l'autre, on a quand même des jeunes gens issus du milieu paysan et qui réfléchissent à un autre modèle. Et je me suis dit, peut-être que là, il y a quelque chose à montrer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres de dénonciation, et à juste titre, de l'agro-business, mais il y a peu de livres qui finalement montrent les alternatives. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut montrer un monde paysan qui est en plein désarroi, et le mot désarroi est un peu faible, parce que quand on regarde la réalité du monde paysan, c'est une vraie souffrance. Il y a des suicides, je rappelle quand même ce chiffre dans le livre, 600 suicides par an, ce qui en ferait deux par jour. Un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois. Donc voilà. Et c'est vrai que si on regarde historiquement l'histoire, aujourd'hui c'est vraiment le cœur de la paysannerie française qui est touché. C'est vrai que la petite paysannerie, elle a déjà beaucoup souffert, elle a déjà beaucoup été éliminée. Et aujourd'hui c'est la classe moyenne, enfin ce qu'il en reste de la classe moyenne, si on peut dire comme ça, agricole, qui est atteint par cette crise agricole. Et c'est vrai qu'elle se retrouve complètement coincée par un effet de ciseau qui est dramatique, parce que d'un côté des prix qui s'effondrent, donc ça c'est effectivement la conséquence. La concurrence libre et non faussée. Voilà. Bruxelles, bravo, merci. Pas bravo que et puis les grands groupes alimentaires. Et d'un autre côté, mais ça la FNSEA montre souvent ce côté-là en disant voilà, les supermarchés ne jouent pas le jeu, c'est un aspect du problème, je ne le nie pas aussi, mais ils oublient quand même de se pencher sur l'aval. Et l'aval, c'est quand même aussi une agriculture qui est aux mains des marchands de matériel agricole, de phytosanitaire, et avec des prix de production qui augmentent. Donc c'est un effet de ciseau. D'un côté, des coûts de production qui augmentent, et de l'autre côté, des prix de revient qui s'effondrent. Donc effectivement, voilà, des gens qui sont souvent endettés. Des prix de vente. Oui, des prix de vente qui s'effondrent. Donc effectivement, voilà. Donc voilà l'idée, un peu la jeunesse de ce livre. De façon plus personnelle, ça je ne l'ai pas dit avant, c'est vrai que moi j'ai un pied, j'allais dire, de par mon histoire personnelle, un pied à la campagne et un pied à la ville. Une partie de ma famille est originaire de la Creuse. Donc c'est important, on a la chance mon père y vit là en ce moment, on a une maison familiale, on est dans un petit village de 200 habitants, donc en gros entouré d'agriculteurs, une agriculture encore qu'on pourrait qualifier de familiale traditionnelle, élevage bovin limousin. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité-là, l'autre pied il est en ville, et je pense qu'une des grandes erreurs, enfin de ce qu'on peut reprocher notamment à la FNSEA, parmi beaucoup de choses, c'est aussi d'avoir voulu dresser la campagne contre la ville. Notamment, je me souviens, moi, d'une manifestation, j'étais jeune journaliste en 1982, c'était François Guillaume qui avait fait cette fameuse manifestation des 100 000 paysans à Paris, on peut dire une manifestation réussie du point de vue du nombre, mais désastreuse au niveau des mots d'ordre, puisqu'il avait mobilisé le monde paysan, je me rappelle très bien les slogans, c'était contre ce qu'il appelait la France des 39 heures, sous-entendu, nous on travaille, ici ce sont des feignants, contre les jardiniers de la nature.
Bon, c'est une expression un peu vite dite, comme s'il y avait un déshonneur à également participer à l'entretien du paysage. Et puis aussi, c'était pas très glorieux, mais à l'époque, c'était Édith Cresson qui était ministre de l'Agriculture. C'était des slogans, je me rappelle très bien, on manifestait contre ce qu'on appelait la parfumée. Donc ça volait pas très haut. Et je pense qu'avec une telle attitude, ça n'aide pas à solutionner les problèmes. Moi, je pense qu'au contraire, une des solutions, c'est retrouver une solidarité entre la ville et la campagne. Et on le voit d'une certaine façon avec le développement des AMAP, qui est bien quand même, au-delà de l'acte de consommation, des consommateurs urbains et des petits paysans à la campagne. Donc là, je trouve que c'est plus qu'un acte de consommation, c'est porteur de sens, c'est porteur d'avenir. Qu'est-ce que je pourrais dire encore de général avant de dire un peu... Non, je crois que j'ai dit... Il y a aussi un épisode personnel qui m'a marqué, ça c'est pas dans le livre, mais qui montre un petit peu Il se trouve que nous sommes, en Creuse, la maison, la commune où je suis, nous sommes riverains d'une usine d'équarrissage. Et en 1996, il y a eu des grands problèmes. C'est une usine qui a empoisonné la vie de tout le monde de par les odeurs, de par les méthodes de travail, etc., de par la pollution de la rivière. Et il y a eu une nouvelle pollution en 1996. Et là, je dirais que ça a été la pollution de trop, parce qu'avec un certain nombre, le maire, des riverains, on a monté une association qui s'appelait Brézentine Environnement pour mettre aux normes cette usine. Et évidemment, le réflexe du propriétaire de l'usine, qui appartenait, c'était pas une petite usine, c'était une usine qui appartenait à un grand groupe allemand, c'était de dire, voilà, ils veulent fermer l'usine, chantage à l'emploi, alors que les conditions de travail étaient déplorables. Donc on a réussi à établir un rapport de force avec l'association, on a porté plainte, l'association, les maires, la Confédération paysanne. Je me souviens que la position de la FNSEA, la FDSEA, c'était de dire, nous, on s'en lave les mains, parce que tant que le ramassage des cadavres, l'équarrissage est gratuit, donc tant que c'est gratuit, pas d'importance. Alors, il fallait savoir qu'à l'époque, on est quand même dans le contexte où ces farines animales sont utilisées pour donner à manger aux bovins. Donc voilà, juste un point. Avant la vache folle. Voilà. Et donc on a réussi là une des plus grandes fiertés. J'en parle pas du tout dans mon livre, mais là, puisque je veux dire, on est entre nous, on peut dire les choses. C'est d'avoir réussi à mettre, contrairement à ce que disait, avoir mis aux normes cette usine. Donc ce qui a amélioré quand même la condition de vie de tout le monde. Et il y a toujours les mêmes emplois. Par contre, il y a pour les salariés des douches, un comité d'hygiène et de sécurité, etc. Donc tout ce chantage à l'emploi, quand on arrive à le briser, on montre qu'il y a des choses intéressantes à faire. Oui, mais aujourd'hui, probablement, vous n'y parviendriez pas parce qu'avec la litanie du coût du travail et le chantage à l'emploi ayant décuplé, c'est une victoire qui serait sans doute plus difficile dans le contexte macronique actuel. Ça, je sais pas, 1900 en même temps, c'était là aussi la crise de la vache folle, et c'est vrai que cette usine, elle a été transformée, peut-être parce que c'est aussi... Oui. C'était la Creuse, on voyait des camions qui venaient de toute la... Parce qu'effectivement, ils pensaient que, en Creuse, c'est le bout du monde, et que jamais on aurait le courage de poser les problèmes dans des termes concrets. Et on a réussi, je pense, à gagner, parce qu'on en a fait un problème de santé publique. Parce que les farines animales, c'était un immense problème pour tout le monde, pour les agriculteurs, pour les consommateurs, etc. Ce que Lénine appelait analyse concrète d'une situation concrète. Alors je sais pas, moi je suis beaucoup moins marxiste que vous. Ça c'est peut-être mon côté catho. J'en connais plein d'éminents qui sont marxistes, communistes et cathos pratiquants. C'est pas incompatible, effectivement. Alors, je vais dire un petit peu quel est un peu le plan du livre, parce que donc c'est vrai que le premier chapitre, je dirais, c'est pas celui sur lequel j'ai insisté le plus. C'est quand les crises agricoles et écologiques se rejoignent. C'est vrai que je suis parti d'une lettre que je trouve très forte. C'est une lettre qui a été faite par Marie Le Guelvoux à propos du suicide de son frère qui s'est suicidé, un agriculteur de 50 ans dans le Morbihan. Parce que je trouve qu'elle pose dans toute sa détresse bien le problème. Et moi, je voulais surtout pas partir d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que je pense qu'il faut reconnaître cette souffrance qui est vraiment profonde, parce que c'est pas un livre contre le monde agricole, c'est un livre contre le système agricole, ce qui est quand même pas la même chose. Et je pense qu'en partant de cette réalité de l'être, c'était de bien montrer ça. Bon, je ne vais pas insister sur les crises écologiques. Là, on est juste une semaine. J'ai pris ça pour montrer que quand même les choses s'aggravent. En une semaine, j'ai pris 3 coupures du monde
ce qui montre quand même qu'on est arrivé quand même au bout d'un système. Donc ça, c'était mercredi 18 octobre. La qualité de l'eau se dégrade encore en France. L'UFC Que Choisir dénonce l'agriculture intensive qui répand massivement des pesticides. 53% des cours d'eau aujourd'hui en France ont des taux de nitrate supérieurs à ce qu'on exige dans les normes. Ça, c'était hier. Le déclin des insectes atteindrait 80% en 30 ans. Cet effondrement serait dû au recours accru aux pesticides et aux engrais par l'agriculture européenne. Et ça, c'est aujourd'hui un nouveau néocotinoïde autorisé en France, alors que les récoltes de miel s'effondrent. L'ANSES a donné son feu vert à un insecticide cure d'abeille. Donc voilà, tout ça pour montrer que les choses se dégradent et touchent les paysans, y compris dans leur chair. Il se trouve que cette semaine, j'ai fait une interview, c'est un livre, vous voyez, je fais de la publicité pour d'autres livres, qui va sortir. C'est bien. Donc c'est un agriculteur que j'ai rencontré il y a 10 ans, qui s'appelle Paul François, qui a été victime, intoxiqué par le Lasso, qui est un herbicide utilisé par Monsanto, et il sort précisément la semaine prochaine un livre où il raconte son combat. Ça s'appelle Un paysan contre Monsanto. Et voilà, et donc ça fait 13 ans qu'il a été intoxiqué. Il a commencé une procédure judiciaire depuis 10 ans, et bien sûr il n'a pas touché un seul centime de Monsanto. Je me rappelle, parce que je suis allé à La Haye assister au fameux tribunal contre Monsanto. Là, c'est l'objet, peut-être certains d'entre vous ont vu le film de Marie-Monique Robin cette semaine. Et je me rappelle son témoignage, il n'est pas dans le film de Marie-Monique Robin, et il a dit ça, et c'est une phrase qui a glacé tout le monde, en gros en parlant de son procès et qu'il avait touché aucun centime. Ils attendent que je meure. Qui ça, il, évidemment Monsanto, quoi. Et donc voilà, donc cette souffrance, elle touche le milieu paysan, il faut l'entendre et la reconnaître pour ce qu'elle est. Alors ce que j'essaye de montrer, ça c'est le chapitre 2, c'est que les réponses sont dans le terroir. Et j'essaye de montrer ce qui est intéressant dans la crise actuelle, c'est qu'on part, et c'est ça que moi qui me paraît intéressant, et ça c'est le point de vue que je développe dans le livre, c'est que avant, en gros, il y avait un système unique, qui est le système productiviste, et qui a hyper spécialisé les régions. Et qu'aujourd'hui, les réponses, elles sont plus réelles. Bien sûr, il y a le bio, mais pas que le bio. Moi, je pense pas, il faut être réaliste, que toute l'agriculture française va devenir bio. Bon, déjà, si elle continue à progresser à ce rythme, c'est extrêmement intéressant. Donc, je montre qu'il y a le bio, qu'il y a un véritable bio. Aujourd'hui, il y a 32 000, quand même, 264 producteurs, soit 21 nouvelles fermes par jour. C'est quand même quelque chose qui est 21 nouvelles fermes par jour. Ça fait 1,5 million d'hectares certifiés. Mais il y a aussi les labels, ce qui regroupe 100 000 exploitations. Les labels, c'est tous les labels rouges, etc., qui ont quand même une réflexion sur les qualités. Il y a l'agroécologie, il y a l'agroforesterie, il y a les micro-fermes, tout le mouvement un peu de maraîchage autour des villes. Il y a les circuits courts, il y a les AMAP, voilà. Et en calculant à la louche, alors c'est vraiment à la louche, j'ai quand même calculé que ça représentait environ, si on additionne tout ça, le bio, les labels, l'agroécologie, les AMAP, l'agroforesterie, les micro-fermes, enfin, tout ce mouvement, c'est quand même 150 000 à 200 000 exploitations en dissidence aujourd'hui avec le modèle productiviste, soit un quart de l'agriculture française. Donc c'est pas si mal. Et c'est vrai que la FNSEA a employé un terme un peu dédaigneux au début, quand ils se sont rendus compte quand même que le bio commençait à gagner du terrain, ils ont dit ah oui, c'est une niche. Alors une niche, c'est un terme que j'aime pas beaucoup pour deux raisons. Parce qu'une niche, c'est tout petit. Et puis une niche, ça veut dire un peu aller à la niche, quoi, rester à la niche. Aujourd'hui, la niche, elle s'agrandit et c'est plus une niche. C'est ça qui déstabilise quand même le système de l'agro-business. Et c'est ça que je montre. Alors oui, ici, il faut que j'ai oublié quand même de rendre hommage, et ça je manquerai quand même à tous mes devoirs, de pas rendre hommage à tout le mouvement né autour de la Confédération paysanne. Moi, je me souviens que dans les années 80, il faut quand même voir le contexte, dans les années 80, il n'y a pas de pluralisme syndical en agriculture. C'est-à-dire qu'on discute qu'avec la FNSEA. Et il faut attendre 1984, Michel Rocard, pour reconnaître le pluralisme agricole, le pluralisme syndical agricole. Et il y a des gens, et pourtant le mouvement est bien antérieur. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Lambert dans les années 70, qui a fondé le mouvement des paysans travailleurs. Et s'il n'y avait pas eu cette dissidence courageuse dans les années 70, non pas que la Confédération paysanne est en tant que syndicat paysan pour le bio, c'est un syndicat qui est pour l'agriculture paysanne, qui englobe le bio, mais pas que le bio. Mais il n'y aurait pas eu cette dissidence, que j'appelle cette dissidence. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aurait autant, parce qu'ils ont tenu bon à un moment où vraiment il fallait être courageux pour montrer un autre modèle agricole. Et je pense que pour avoir fait beaucoup de reportages dans le monde agricole, moi j'ai toujours été impressionné par la qualité
militantes, mais aussi humaines, des gens qui sont adhérents à la Confédération paysanne. Ce sont vraiment dans leur région. Aujourd'hui, je connais assez bien Laurent Pinatel, qui est le porte-parole de la Confédération paysanne, qui est éleveur. Il est bio, mais j'insiste sur ce serait voilà, il ne faut pas faire dire à la Confédération paysanne ce qu'elle ne dit pas. Elle est bien sûr pour le développement du bio, mais elle a une position plus générale sur ce qu'elle appelle l'agriculture paysanne. Mais honnêtement, en résistant au rouleau compresseur de l'agriculture productiviste dans des années où il fallait vraiment être courageux, les années 70 et 80, elle a permis, à mon avis, l'éclosion de tout ce qu'on assiste aujourd'hui. Donc voilà, pour le coup de chapeau. Le chapitre 3, eh ben, je dis vive les sols, c'est un peu le thème de mon chapitre, en rendant hommage également à des gens qui allaient contre le système prôné par les écoles d'agriculture et l'INRA. C'est un couple qui s'appelle Claude et Lydia Bourguignon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. Bah, c'est pareil, c'est ce que j'appellerais des dissidents. C'est-à-dire que par rapport à tout le culte de ces grands engins agricoles de plus en plus immenses, qui coûtent d'ailleurs des millions et qui endettent les agriculteurs, eh bien, ils ont parlé des vers de terre. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais voilà, toute la fonction agronomique rendue par les vers de terre. Et aujourd'hui, ils sont appelés par beaucoup d'agriculteurs qui se rendent compte qu'on les a mis un peu dans une impasse, et que les sols, au sens littéral, qui est quand même la base de l'agriculture, s'épuisent. Je donne un chiffre sur les vers de terre dans le livre. Il faut savoir qu'il y avait 2 tonnes par hectare de vers de terre il y a 50 ans. Aujourd'hui, on est à moins de 100 kilos. Donc voilà, donc ça peut paraître un peu comme ça, un peu, j'allais dire, bêtement... un point de vue naturaliste de dire vive les vers de terre, mais les vers de terre jouent vraiment, voilà, pour se rendre compte, si faites le test, si vous baladez à la campagne, ayez une bêche dans votre coffre, et puis quand vous voyez un champ, donnez un coup de bêche. Si vous voyez apparaître des vers de terre, c'est que vous êtes sur une bonne terre, avec un paysan qui travaille plutôt correctement. Si par contre vous bêchez pendant une demi-heure et que vous n'avez pas un seul vers de terre, vous pouvez vous poser des questions sur les méthodes culturales employées. Alors dans le chapitre 4, je parle du nouveau pouvoir des consommateurs, parce que ça, je pense que c'est important de voir que nous, voilà, ici, et dans la rue Raymond-Losserand, nous avons les moyens de pouvoir influer quand même sur cette nouvelle agriculture. Alors bien sûr, il y a les AMAP. Dans les AMAP, il y en a quand même 2000 en France, qui représentent 250 000 consommateurs. Il y en a 3 dans le quartier, je crois. Il y a la ruche qui dit oui, alors qui est un peu critiquée par les AMAP, mais bon... Moi, j'essaye d'avoir un peu dans ce livre un point de vue fédérateur. Donc, j'essaye de montrer, y compris dans l'agriculture, voilà, des choses qui sont peut-être pas 100% bio, mais qui vont dans la bonne direction. Je crois qu'il faut toujours essayer de respecter le rythme des gens. Voilà, il y a des gens qui sont très en avance, des gens qui commencent lentement, et ce qui compte, c'est la démarche. Et je crois que voilà, c'est de quitter un peu le troupeau moutonnier. Et je trouve que voilà, alors tout n'est pas... Donc la ruche qui dit oui, c'est certainement peut-être un peu moins bien que les AMAP, mais ça part quand même de bonnes choses. Il y a des mouvements comme C'est qui le patron, et puis il y a aussi, et ça me paraît très important, c'est le levier de la restauration collective, parce que pour couper court à l'argument qui est souvent employé en disant voilà, le bio c'est pour les bobos, alors il faudrait déjà rentrer un peu plus dans le détail, mais ceux qui disent ça, alors ils devraient être les premiers partisans de la réorientation de toutes les aides publiques pour l'agriculture bio, pour faire baisser justement le coût des produits bio, et surtout l'orienter vers la restauration collective, parce que les cantines scolaires, par exemple, c'est 6 millions d'élèves, 1 milliard de repas par an, et ça touche toutes les classes sociales. Si on agissait sur ces leviers-là, et je pourrais citer aussi les hôpitaux, les EHPAD, ou un certain nombre comme ça, là on touche du monde, et là il n'y a plus de problème de bobo ou de pas bobo. Là, on a un puissant levier pour toucher tout le monde. Et justement, il faut passer, à mon avis, cette idée de l'agriculture à l'alimentation. On mange tous 3 fois par jour. Et on a le choix de ne pas aller uniquement dans les supermarchés,
mais d'aller au Biocop, sur la map, au petit primeur du quartier, etc. Je dirais que c'est un peu la même chose que pour les livres. Je pense que vous serez sensible à cet argument. Voilà, commander sur Amazon, ça pose quand même des questions et je pense qu'il vaut mieux quand même venir dans sa librairie de quartier. Et fréquenter la dernière authentique rue commerçante de la rive gauche, notamment par ses commerces de bouche, la rue Raymond-Losson. Je suis bien d'accord. Voilà, donc c'est ça que je... Alors il y a quelque chose qui est nouveau et qui bouscule pas mal le monde agricole et tout le monde, c'est la notion de bien-être animal. Et c'est vrai que c'est quelque chose que n'avait pas vu venir le monde paysan. Et je m'en suis aperçu là par curiosité. C'est vrai que j'ai été là. Alors j'aime pas beaucoup le terme parce que c'est que des anglicismes. J'ai été au Veggie World. Alors, je sais pas comment traduire ça. Le monde vegan. C'était au 104. Et c'est vrai que j'ai été frappé. On va dire que 90% des gens qui étaient là-bas avaient entre 18 et 35 ans. Et c'est vrai que c'est, à mon avis, une des conséquences de l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel écart, finalement, entre l'image qui est projetée, parce que le paradoxe, c'est que l'agriculture s'est industrialisée, mais les publicités, ou même le salon de l'agriculture, ne jouent que sur une image ancienne, ne jouent que sur l'image du terroir, d'ailleurs. Et c'est vrai que, quand on regarde les publicités à la télévision, c'est un monde idéal. On voit des porcs qui gambadent dans l'herbe, des poulets, etc. Enfin, on se dit, mais c'est comme chez mes grands-parents. Et puis, après, ces mêmes jeunes générations qui n'ont plus ce contact, comme moi je peux avoir la chance avec ce monde rural, ils voient les vidéos de L214. Alors là, on passe du paradis à l'enfer. C'est-à-dire que la réalité est occultée, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision idyllique de l'agriculture et à des excès réels, mais qui ne correspondent pas non plus à tout ce qui est devenu le monde paysan. Donc effectivement, c'est un traumatisme profond parce que d'abord c'est des choses inadmissibles. C'est vrai que la souffrance animale, moi je pense que voilà, une civilisation gagne à respecter également ces animaux, mais c'est vrai que ça crée chez une jeune génération dont tous les liens avec le monde agricole a été coupé, et effectivement une réaction de rejet, d'où un peu cette revendication, et notamment les véganes. Alors, je dis aussi qu'il faut raison garder, les véganes, ce n'est que 1% de la population française, et il y a les végétariens, il y a les flexitariens, mais je crois que ça pose le problème également qu'il faut quand même réfléchir à la fois à la place de l'animal, et au fait de manger moins de viande. Et puis je crois qu'il faut faire aussi la distinction entre les welfaristes, alors welfariste c'est un terme anglais, entre ceux qui en gros essayent d'améliorer le bien-être animal, et ce qu'on appelle les abolitionnistes, qui sont pour la fin de tout élevage. Alors je pense aussi que quand on a des points de vue un peu trop carrés sur cette question-là, ça ne va pas aider, à mon avis, l'agriculture à évoluer. J'ai été très frappé de voir que lors du dernier salon de l'agriculture, et ça je crois que c'est la première fois depuis 40 ans, il y a eu un communiqué commun fait par la FNSEA, mais aussi les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui se sont associés pour condamner justement les excès, parce que je crois qu'il y avait eu une intrusion, enfin je suis sûr, il y avait eu une intrusion de militants véganes qui s'étaient enchaînés dans les stands de la viande bovine. Et ça allait bon. Et donc ça a créé une réaction de solidarité, donc ça a ressoudé le monde agricole. Et à mon avis, des positions trop extrêmes du milieu vegan, moi je trouve que le vegan, si c'est une proposition, par exemple, moi je trouve que c'est tout à fait normal de réclamer qu'il y a des menus végétariens dans les cantines, etc. Après, si ça devient une interdiction de l'élevage, ça va, à mon avis, un peu trop loin. Et surtout, ça solidifie, ça risque de resolidifier voilà, des tendances agricole, alors que je pense qu'un des vrais débats, c'est quand même par rapport aux excès de l'agriculture industrielle. Et moi, c'est vrai que je donne beaucoup écho dans le livre aux travaux d'une sociologue qui s'appelle Jocelyne Porcher, qui a écrit un livre aux éditions de la Découverte qui s'appelle « Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle » et que je trouve assez intelligent sur ce côté-là. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a d'abord dans des abattoirs, et qu'on a gardé un vif ressentiment
contre notamment les porcheries industrielles, etc. Mais qu'en même temps qu'elle conservait des liens avec le monde paysan. Je crois qu'elle est d'ailleurs, ça vous plaira, elle est aussi très sensible à ne pas stigmatiser. Enfin, elle a un point de vue très, on peut dire marxiste sur le travail, sur la reconnaissance du travail agricole et sur la reconnaissance du travail également des gens dans les abattoirs. Et elle veille justement à faire progresser plutôt les conditions de travail et ne pas stigmatiser les gens. Et je trouve que, pour avoir lu vraiment son livre en détail, je chute un peu ce paragraphe parce que je trouve qu'il y a quelque chose il y a une voie, j'allais dire raisonnable, à trouver pour améliorer les choses, parce qu'il ne faut pas les laisser en l'état. C'est vrai qu'une des mérites quand même de L214, c'est d'avoir mis le doigt sur des pratiques qui sont quand même inadmissibles. Alors, après, le dernier chapitre, il est aussi pour prendre un peu de la hauteur, c'est de parler de la politique agricole commune et la France rurale de 2050. Alors c'est vrai que la politique agricole commune, quand on regarde son point de départ, on ne pouvait être que d'accord. C'est vrai qu'il y a eu un grand traumatisme en France et en Europe, avec la pénurie alimentaire de la guerre, les tickets de rationnement. C'est vrai que on va dire, au lendemain de la guerre, il y avait un problème d'autosuffisance alimentaire. Et donc ça, c'était quand même l'objectif fondateur de la PAC. Mais il faut savoir que ces objectifs ont été très rapidement atteints et qu'on s'est trouvé vite dans des problèmes de surplus agricole. Et que c'est à ce moment-là, on va dire dès la fin des années 70, qu'il aurait fallu réorienter la politique agricole commune, mais que ces réformes sont à la fois inachevées et très lentes. Et qu'il y a quand même quelque chose qui menace les fondements même de cette politique agricole, qui est le libre-échange, et notamment tous les traités, notamment le TAFTA, le CETA, et qui sont quand même qui institutionnalisent quand même un marché libre et la dérégulation totale de l'agriculture au niveau mondial. Et c'est vrai que vouloir, c'est un débat, je veux dire, vouloir réorienter la PAC sans comment dire, tout en laissant ouvert ces accords de libre-échange, c'est un peu une mission impossible. Alors je parle également dans ce livre, parce que ce qui est important dans l'agriculture, c'est de ne pas avoir le nez sur le guidon. Et c'est vrai que des gens qui essayent de voir, non pas comme ça, pour l'année suivante, il n'y en a pas énormément dans le milieu agricole. Et c'est vrai que moi je suis assez admiratif sur le travail de Solagro. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des agronomes à Toulouse. Alors c'est vrai que j'ai toujours été, moi, sensible un peu à ces agronomes qui étaient un peu en avance. C'est vrai que je l'avais raconté d'ailleurs ici, une des personnes, moi, qui m'a le plus influencé dans ma prise de conscience écologique, c'est l'agronome René Dumont, qui était le premier candidat, on va dire, écologiste à une élection présidentielle en 1974, et que j'ai retrouvé un peu cette flamme chez certains agronomes, comme Marc Dufumier, qui porte bien son nom, qui essayent de voir un peu plus loin, et les agronomes de Solagro. Ils ont fait un document que j'ai amené, parce qu'il faut quand même toujours rendre hommage au travail des gens donc ça s'appelle After Terre, les scénarios After Terre 2050. Bon, c'est vrai que pour des non-agriculteurs, ils ont calculé, mais vraiment de façon très rationnelle et de façon très économique, comment on pouvait embarquer toute l'agriculture française vers ce que j'appelle cette agriculture de terroir au sens large, au sens ouvert, au sens solidaire. Ah oui, j'ai pas dit à un moment, j'ai quand même un peu hésité sur ce terme-là, parce que c'est un thème qui est un peu connoté. Puis c'est vrai, quand j'ai vu une couverture, pour tout dire, de Valeurs Actuelles qui s'appelait « Vive les terroirs », mais je me suis dit, bon, il y a des mots qu'on doit pas les laisser forcément aux gens qu'on n'aime pas. Et c'est pour ça que je fais un petit préambule dans le livre en disant que moi, les terroirs dont je parle, c'est évidemment des terroirs qui sont ouverts sur la société, ouverts sur la ville et ouverts sur le monde. Donc c'est pas du tout dans un sens, la terre, elle, ne ment pas, cette fameuse phrase. Voilà, mais bon, je pense qu'il est aussi bon de le dire pour cadrer les choses, mais en même temps, je trouve que c'est un joli mot. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de honte à utiliser ce mot de terroir, mais voilà, je pense que je ne parle pas des mêmes terroirs que certaines personnes. Et donc, After Terre 2050, je reviens à l'essentiel,
Voilà, ils ont fait un plan global pour montrer comment l'agriculture pouvait répondre à toutes les fonctions nouvelles finalement que demande la société. C'est-à-dire que bien sûr nourrir les hommes, mais aussi améliorer le bien-être animal, entretenir les paysages, participer à la lutte contre le changement climatique. Enfin voilà, et toutes ces fonctions, c'est des fonctions très nobles, et c'est ce que attend à mon avis, la société du monde rural. On voit, alors on peut peut-être en sourire, mais tout ce mouvement d'agriculture urbaine, etc. Enfin, il y a quand même, moi, pour avoir vécu ces axes très corporatistes, qui ont, à mon avis, ont fait beaucoup de tort à l'agriculture dans les années 80, je trouve que ce foisonnement d'idées, dont fait partie After 2050, mais j'ai cité des tas de choses, j'ai cité la Confédération paysanne, j'ai cité le bio, j'ai cité les AMAP. Enfin voilà, moi ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est de faire converger tout ça, d'avoir un point de vue effectivement fédérateur, et de retrouver un chemin d'avenir, ouais, d'espérance. C'est un mot un peu bateau, ça fait peut-être un peu cucu, mais bon, par rapport, enfin c'est vrai que là il y avait, enfin penchez-vous, enfin il y a quelque chose, je trouve, de terrible dans la lettre que je cite au début. Il faut savoir que la personne qui s'est suicidée, Jean-Pierre Le Guelvoux, elle était dans à la fois un échec économique, mais je sais pas, elle a participé, vous savez, à cette fameuse émission L'amour est dans le pré. Et moi j'ai trouvé ça terrible, parce que quand il s'est suicidé, il y a Karine Le Marchand qui a dit, parce que c'était un personnage jovial, alors tout le monde regardait ça, et elle a dit, pour expliquer son suicide, c'est très délicat d'expliquer le suicide d'une personne, mais donc il vaut mieux être prudent. Voilà, elle a dit cette phrase, il avait un karma compliqué. Et je trouve que ramener ça à une psychologie de bas étage, alors qu'il y a une vraie souffrance agricole due, à mon avis, essentiellement pour des raisons économiques. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, ça peut paraître un peu sérieux ce que je dis, mais moi j'ai voulu partir de cette souffrance, mais ne pas rester uniquement dans cette souffrance et montrer voilà, des voies positives pour l'agriculture. Voilà ce que j'ai essayé de faire, et je pense que le mieux c'est d'avoir un échange. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vais tout de suite passer la parole à ceux qui veulent poser des questions, mais moi je voulais juste repartir, y compris des sollicitations que tu as faites vis-à-vis de moi à propos du rapport au travail, parce que, et qui correspond exactement à ce que tu dis. Comme tu le sais, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mon fils vient de passer sa thèse de docteur à Maison-Alfort, mais parmi... Alors, on a quelqu'un d'autre aussi. Oui, je sais, mais on en reparlera tout à l'heure, mais une des choses qui m'a beaucoup réconforté à bien des égards, je ne vais pas entrer dans les problèmes générationnels et les rapports qu'ont les plus jeunes aujourd'hui avec toutes ces questions-là un peu décalées, mais mon fils, qui donc a 25 ans maintenant, dès son premier été, a fait des stages en milieu agricole. Et alors sa conclusion était que d'une part, alors c'était des éleveurs, c'est pas dans la Creuse, mais pas loin, je ne sais plus, encore à Aizou. Pas loin, dans Limousin. Oui. Et ça tient un peu de l'eau, il me dit, mais c'est terrible, j'adore les paysans, c'est des gens formidables, mais c'est honteux la vie qu'ils mènent, non pas, ils ont une vie formidable, mais elle est complètement dévaluée. C'est-à-dire qu'ils se creusent à la tâche pour des clopinettes. Donc ça rejoint ton autre allusion au libraire marxiste, c'est-à-dire le rapport au travail, à la valeur du travail, qui est en contradiction totale avec, et pour le faire court, et synthétiser mes commentaires, mais qui vont en fait dans le sens de ce que tu dis, qui vont totalement à l'encontre de ce qui est devenu, ce qui était le marché commun, à l'époque du général, pas du tout conçu dans la logique actuelle. Il n'était pas question d'Union européenne, en plus, à l'époque. Le marché commun était destiné à promouvoir l'agriculture et les agriculteurs français, en établissant des équilibres qui leur étaient favorables, en élargissant leur marché, en étant attentifs, y compris à leurs conditions de travail, et à les valoriser. Et le commentaire qui est en même temps, qui n'est pas vraiment une question, c'est que la demande de tous ces gens-là, ce n'est pas du tout d'être subventionnés, c'est d'avoir un revenu correct, la juste rétribution de leur travail.
C'est tout ce qu'ils demandent, les agriculteurs. Et nous sommes arrivés dans une situation tellement absurde, sur fond, j'insiste, de Commission européenne et de révision à 180 degrés de ce qu'était l'idée de l'Europe, et notamment de l'Europe agricole, des origines, je veux dire des origines gaullistes, du père, Pisani, pas du tout la suite, et autres, puisque maintenant on a complètement inversé les facteurs, on a complètement inversé les objectifs, et dans une doctrine qui n'était absolument pas celle, qui était initialement celle non seulement de l'Europe en général, mais celle du marché commun agricole en particulier, qui est celle de la concurrence libre et non faussée comme l'alpha et l'oméga du bonheur et du nirvana vers lequel doit nous amener ce système. Eh bien, il se retrouve dans le suicide des paysans, qui est un drame quotidien, terrifiant. Et donc, oui, je pense que tu as bien fait d'insister là-dessus. C'est quelque chose, à mon avis, qui doit attirer encore plus l'attention sur ton excellent livre, que ça a été une détermination de départ. Alors, je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose là-dessus, puisque tu en as rencontré beaucoup plus que moi, toi, et aujourd'hui, des paysans, dans cette souffrance où, au fond, ce qu'ils demandent, c'est simplement d'avoir une vie digne. Ils bossent comme des brutes, bien souvent, ils aiment ce qu'ils font, et ils sont simplement, ils n'ont même pas la reconnaissance sociale d'avoir un salaire à peine décent. Alors, c'est vrai qu'Edgar Pisani, c'est quelqu'un qui est important dans le milieu agricole. Il y a beaucoup moi, je suis frappé, il y a beaucoup de colloques où on cite des paroles d'Edgar Pisani. Alors, moi, j'ai cité, justement, par rapport à la PAC, je vais juste dire, parce que je pense qu'il pointe bien, il aurait fallu changer la PAC 12-15 ans après son invention parce qu'elle avait réussi. Faite pour réaliser l'autosuffisance alimentaire de l'Europe, la politique agricole commune a dépassé les ambitions de ses fondateurs, elle a fabriqué artificiellement des excédents, elle a coûté cher à la communauté sans répondre aux besoins ni aux attentes des agriculteurs. Et il termine, il faut changer de l'orientation de fond de la PAC pour qu'elle s'inscrive dans un cadre d'une gouvernance mondiale allant bien au-delà du libre-échange promu par l'Organisation mondiale du commerce. Mais justement parce qu'au départ, elle n'était pas du tout conçue dans l'idée du libre-échange généralisé. C'est exactement le contraire, c'était faire des frontières pour préserver un marché. Alors c'est exactement l'inverse qu'on a fait à partir justement des années 70, du milieu des années 70, encore plus à partir du mitterrandisme. Alors là, c'est la fin des haricots, si j'ose dire. Moi, j'aurais plein de questions sur le dogmatisme du bio, de la radicalisation végane au bio, mais c'est pas le sens de ma question. Dans tout ton exposé, là, je n'ai pas encore lu ton bouquin, mais je vais l'acheter et puis le lire, et puis on aura l'occasion d'en discuter en privé. Tu parles d'aliments, tu parles de terroir, tu parles d'alimentation, jamais de cuisine. Est-ce que tu ne penses pas que avant, enfin non pas avant, mais en parallèle de développer une alimentation plus saine par du terroir, par des agriculteurs, etc., il ne faudrait peut-être pas essayer de réapprendre ou apprendre à nouveau aux gens à cuisiner? Si moi je deviens, alors je ne suis absolument pas vegan, je ne suis absolument pas bio à cause du dogme, mais par contre j'essaie de faire attention aux aliments que j'achète parce que je cuisine. Non mais... Alors... Et jamais tu m'as parlé de cuisine, etc. Il me semble que le but principal des aliments, c'est quand même de manger. Oui. Voilà. Alors j'en ai pas parlé là, mais j'en parle dans le livre, donc ça va te rassurer. Je parle effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce débat-là, justement, des grands chefs prennent position aujourd'hui. Je parle pas des grands chefs là, je parle du non, mais du il parle du consommateur moyen. Oui, mais je parle je parle de tout ça. Je parle des menus. Non, je parle de la cuisine et j'avais été frappé d'ailleurs j'avais été à un colloque qui s'appelait Sortons l'agriculture du salon, comme son nom l'indique, et justement la place de la cuisine était importante. Donc ça j'en parle. C'est vrai que là, dont acte, j'en ai pas parlé là dans la première demi-heure, mais dans le livre j'en parle et même non, je pense que c'est effectivement important. Enfin c'est par là d'ailleurs qu'on fait changer aussi les choses, parce que justement c'est la notion de plaisir. Oui, c'est la notion. Ça remet en question. Non, je suis d'accord. Donc voilà. Et j'en parle. Et il en mais parle c'est dans vrai. le livre. Il en parle dans le livre surtout, c'est le plus important. Voilà. Oui, je vous en prie. Moi, c'était un peu en parallèle de ce que monsieur disait. C'était que finalement, j'ai l'impression que à la suite de ce que vous parliez de la disette de la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme
nouvelle façon de s'alimenter qui est née et qui est plus sur la quantité que sur la qualité. Et je me demandais si effectivement c'était une interrogation qui existait dans le milieu agricole sur ce rapport donc à l'alimentaire. Il me semble qu'il y a quand même moins d'un siècle, la viande et les protéines animales c'était très exceptionnel dans beaucoup de familles. En fait, c'était le repas du dimanche en fait. Et du coup tout ça, ça a des conséquences sur la quantité vendue, la quantité produite de viande. Et il me semble que c'est important de s'interroger là-dessus aussi, sur ce que monsieur disait, le rapport à la cuisine des aliments. Et le fait que pour beaucoup, en fait, c'est obligatoire maintenant de manger de la viande ou des œufs ou du poisson à tous les repas. Sinon, c'est pas des repas qui sont au-delà du roboratif, en tout cas, c'est pas des bons repas. Donc je me demandais si ça c'était une interrogation aussi qu'il y avait dans le milieu agricole, parce que ça va orienter beaucoup en fait. Pas trop, mais effectivement, tout ce qui est en marche un peu dans ce que j'ai... Oula, c'est pas grave. Tout ce que j'ai... Enfin, C'est de l'eau. Tout ce mouvement dissident, effectivement, en parle. C'est vrai qu'en plus, le paradoxe, c'est aussi que les phénomènes inverses, c'est-à-dire la malbouffe, l'obésité, le gaspillage, eux augmentent et sont vraiment, en plus, se mondialisent même. Aujourd'hui, l'obésité, pendant longtemps, on a dit c'est les Américains. Quand on regarde aujourd'hui la carte planétaire de l'obésité, c'est quelque chose, il y a une mondialisation, si j'ose dire, de l'obésité. Et c'est quand même la mauvaise alimentation. On peut dire, alors, on n'en a pas parlé, mais le fait d'avoir, je trouve que c'était positif, en tout cas l'intitulé d'avoir appelé ça les États généraux de l'alimentation, je pense que l'intitulé était bon, de pas justement de pas en faire une question agricolo, mais c'est vrai que ces questions sont encore périphériques et un peu marginales, alors qu'elles doivent être... Mais c'est vrai, quand on introduit, enfin moi j'ai été frappé, j'ai fait beaucoup de reportages, notamment dans les cantines qui introduisent souvent la démarche alors de faire des menus bio locaux, parce que moi aussi je pareil, je me méfie des mondes 100%, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est 100%, un monde 100% bio, un monde 100% vegan, enfin c'est toujours le mythe un peu d'une société pure, et c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, la direction vers ça, souvent ça entraînait une revalorisation du goût, un travail sur le goût, sur l'alimentation dans les cantines, c'était très frappant. Et c'est vrai qu'au début, je parle souvent des cantines parce que les jeunes, ils aiment bien, au début, si on leur enlève leurs nuggets frites, le premier jour, c'est le scandale. Et puis après, quand ils ont goûté, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, peut-être qu'ils vont pas, certains aimeraient un petit marron, enfin un truc qu'ils auraient, voilà, et puis ils se prennent un peu au jeu, puis ils découvrent que c'est bon, donc souvent c'est un bon fil conducteur, enfin de jouer justement, les cantines, j'en parle beaucoup, parce que je pense qu'on touche beaucoup de choses avec ça. Puis souvent les enfants reviennent chez eux, ils en parlent, enfin il y a du va-et-vient quoi. Et je trouve que c'est un des moyens de faire progresser les choses. C'est pour ça que je pense qu'un des leviers les plus importants pour justement... c'est vrai que d'une façon générale, quand vous regardez la fréquentation ou des AMAP ou des magasins bio, c'est plutôt une classe sociale qui est un peu... voilà, grosso modo, c'est plus favorisé, c'est indéniable. Mais justement, il ne faut pas en rester là, et je pense qu'il faut y aller par l'alimentation collective. Afterterre, par exemple, c'est pour ça que je vends beaucoup oui, je fais la publicité pour les autres livres, hein. Ça fait le deuxième au moins. Juste une objection, pourquoi ils n'ont pas appelé ça la terre d'après? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça, ils sont fatigants. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. L'article 2 de la Constitution, la langue nationale est le français. Et il commence par le débat sur l'alimentation, c'est-à-dire les protéines, ce que vous avez dit, etc. Et je trouve que c'est nourrir les humains, ça part de là, justement, comment bien manger. Donc je trouve que c'est une bonne approche parce qu'ils incluent ça. Donc c'est une démarche globale. Vous voyez, ils font un chapitre, changer de régime, trouver un nouvel équilibre entre protéines animales et végétales, réduire le calcium apporté par... C'est le début. Donc finalement, eux, ils ont compris, enfin voilà. Et moi, ce qui me semble encourageant, voilà, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a quand même une direction, et que si on additionne tout ça, c'est plus une niche, c'est plus uniquement quelques bobos, c'est plus 2-3%, voilà. Et c'est ça qui, quand même, aujourd'hui, déstabilise quand même le système productiviste et le syndicat agricole majoritaire. Et qu'en est-il, justement, dans le cadre des futurs traités
transatlantique, par exemple, Ouais. de cette histoire? Parce qu'on sait que les Bah, firmes multinationales vont pouvoir, par exemple, Oui. se positionner sur les marchés locaux et interdire, Oui, par malheureusement, exemple, aux cantines. malheureusement, il est entré en vigueur Voilà. de façon provisoire en France. Et deuxième partie, dans le monde agricole, est-ce qu'il y a une véritable opposition à ces traités Alors, j'ai la été notion de frappé, ces alors pour traités. être honnête, alors évidemment, il y a l'opposition, j'allais dire, on s'y attend, je dirais, de la Confédération paysanne, d'Attaque, d'un certain nombre d'ONG, je dirais, bon, ça c'est, je dirais, heureusement, mais j'étais quand même surpris de voir, et donc il faut être honnête, j'ai vu, après l'adoption par la France du traité provisoire, un communiqué de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour souligner les dangers. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui bouge. Alors, eux, par ailleurs, ils sont aussi... Alors, c'est-à-dire qu'ils sont pour un libre-échange à deux vitesses. C'est-à-dire quand le libre-échange favorise un peu une agriculture d'exportation de produits à bas coût, ils sont pour. Et quand ça vient... donc, ils sont peut-être pas très cohérents, mais peut-être que c'est le début, donnons leur acte, que c'est le début de la prise de conscience. J'ai vu aujourd'hui, mais les choses sont quand même inquiétantes. J'ai vu aujourd'hui, par exemple, il y a 4 ONG de solidarité internationale, dont Oxfam, Caritas, Secours catholique, et le CCFD Terre solidaire, qui ont quitté les États généraux parce qu'ils estiment que cette question n'est pas suffisamment prise en compte. Donc c'est pas gagné. Donc c'est quand même, par exemple, c'est vrai. Ce qui est inquiétant C'est aussi. pas gagner la lutte ou l'adoption? La lutte. Enfin, la préservation des intérêts. D'accord, ouais. Parce que par exemple, une des questions quand même qui est un peu qui est au-delà des importations de viande bovine, de produits transgéniques, etc., c'est aussi, c'est un fait qui est connu, mais le fait que des firmes pourraient saisir des tribunaux, ça c'est quand Mais même oui, mais juridiquement... c'est ça le point quand même Oui, c'est crucial. C'est le point crucial, Voilà. c'est-à-dire que les questions de souveraineté, on va dire, non seulement la souveraineté populaire, on a bien vu ce qu'on en faisait aujourd'hui, mais alors en plus, la collectivité que peut être un pays lui-même passe, y compris du point de vue juridique maintenant, en dessous des intérêts des industriels. Donc c'est quand même, et des banques, c'est quand même assez carabiné ça. Mais c'est dans la logique de ce qui est en train de être mis en place, et évidemment pas seulement dans le domaine de l'agriculture, malheureusement. Donc voilà, donc je ne peux que partager vos soucis et vos craintes. J'avais trouvé encourageant que justement une alliance était dessinée entre des mouvements altermondialistes, purement écologistes et paysans pour alerter. J'ai trouvé qu'ils avaient bien fait leur travail, mais effectivement, malheureusement, la France est sur la voie d'une adoption provisoire de ce traité. Je ne peux que partager votre inquiétude. Notre président a été mis en place par la Commission européenne, donc je veux dire, c'est le clone de Bruxelles, donc on ne peut pas être surpris. Puisqu'on parle beaucoup de solidarité des peuples européens, est-ce qu'il y aurait, par exemple, une solidarité des paysans européens pour parler de ces problèmes? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est... Alors, pas véritablement, parce que c'est pas les mêmes agriculteurs. La France, c'est un des pays où il reste encore, même si c'est en diminution drastique, une paysannerie relativement importante, ce qui est moins le cas dans d'autres pays. Il y a surtout, oui, c'est plus au niveau, c'est vrai que l'organisation, elle est plus au-delà, ça fait plus appel à, c'est Via Campesina, mais qui est plus au niveau qui recrute, qui est plus en Amérique latine, avec en Europe, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un front assez faible. C'est pour ça qu'à mon avis, le fait d'essayer avec les consommateurs, avec les écologistes, avec les altermondialistes, de faire plutôt au-delà du monde paysan. Moi, je pense que c'est plutôt ça pour établir. Voilà ce que je... Est-ce que tu vois quelque chose de positif dans les états généraux de l'alimentation? Donc là, ça c'est clair que l'aspect international ou pays du Sud, agriculture pour pays du Sud, ça c'est le CCLD là, donc a quitté les États généraux. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ils ont fait un communiqué de presse. Mais sur ce plan-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est défaillant. Mais au moins pour l'agriculture française, est-ce qu'il y a, tu vois, un bénéfice à faire travailler ensemble des consommateurs, des grandes surfaces, des paysans? Alors, l'idée de départ était plutôt bonne. Bon, déjà sur l'intitulé,
déjà parler d'alimentation et pas d'agriculture, et sur le fait que uniquement ce ne soit pas uniquement le monde agricole qui discute de ça, parce que ça a quand même été, depuis la loi d'orientation agricole, et ça a quand même été la grande œuvre de la FNSEA, d'en faire uniquement, en gros ça nous concerne, les orientations de la PAC, c'est uniquement les paysans qui doivent en discuter, alors que je pense que si ça avait été un débat de société plus ouvert. Donc on va dire, l'idée de départ, ok, et d'ailleurs tout le monde y a participé, sur la ligne de départ. Après ça a beaucoup patiné, pendant 2 mois. Après, il y a eu le discours de Rungis. Alors, je dois dire que des organisations qui sont par ailleurs souvent critiques ont donné acte à Macron d'avoir dit des choses que jamais un président de l'agriculture n'avait dit, un président de la République avait dit aux agriculteurs, notamment sur l'exportation, enfin sur qu'il fallait mettre fin à ce système d'exporter des poulets congelés, enfin des trucs très précis, etc. Donc c'est vrai que j'ai vu le communiqué de la Confédération paysanne et de Greenpeace qui donnait acte à ça, en disant voilà, mais c'est vrai qu'il y a des contradictions quand on prend certains dossiers un par un. D'un côté, on va favoriser, on dit dans le discours qu'on va favoriser le bio, mais le premier acte de Stéphane Travers, c'est de supprimer les aides au bio. On dit qu'on va faire une agriculture moins dépendante des intrants, mais on voit que sur le dossier du glyphosate, on hésite. Voilà, donc il y a beaucoup de contradictions, et qu'à un moment, il va falloir... voilà, il peut y avoir des beaux discours, mais après, il y a quand même des lobbies qui sont en œuvre et qui ne vont pas se laisser faire. L'histoire du glyphosate, je la trouve assez énorme. C'est un peu comme que la FNSEA manifeste en disant on veut garder le glyphosate. C'est un peu toute proportion gardée, et elle ne l'a pas fait, si la CGT avait manifesté dans les années 60 en disant on veut garder l'amiante. Ça en dit beaucoup sur un manque de recul, enfin sur vraiment ce qui met en danger aujourd'hui. Sur le rapport de classe qui existe également dans le monde agricole. La FNSEA, c'est quand même le secret de Polichinelle, que ce sont d'abord les gros de l'agro-industriel. C'était ceux qui ont manifesté sur les Champs-Élysées, c'est les céréaliers de l'Île-de-France. Voilà. Les céréaliers de l'Île-de-France. Ça s'appelle un rapport de classe. Eux, ils gagnent un peu plus que 350 € par mois. Du rapport de production. Mais quand même, cette façon de tourner les choses, de voir, parce que le problème du glyphosate, c'est pas qu'un problème de technique agricole, c'est d'abord un problème de santé publique. C'est-à-dire que, quand on regarde le documentaire de Marie-Monique Robin, quand on regarde, ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe au Sri Lanka, là, on peut parler quand même d'écocide, quand même, sans exagérer sur les termes. Je me pose une question aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tyrannie par rapport aux mises aux normes, des choses comme ça, où on obligerait les paysans par exemple, à s'endetter pour acheter de nouveaux laboratoires, revoir tout un tas de process qui seraient entre... Et quand on se rend compte finalement qu'ils sont pas... Enfin, ça ne joue pas sur la qualité du produit, mais que derrière ça va plus avantager peut-être une industrie qui vendrait, je sais pas, des... Alors, je dirais qu'il faut voir dans le détail, trop de normes tue les normes. Après, faut voir, je vois bien à quoi vous faites allusion. C'est vrai qu'il y a des petits paysans qui ont conservé des modes de production traditionnels, qui faisaient les choses chez eux et qui sont obligés d'investir dans des choses qui sont très très coûteuses. Et qui ne veulent pas pucer leurs animaux. Voilà. Alors après, je dirais que c'est un peu c'est une affaire de discernement. C'est vrai qu'en même temps, c'est difficile d'établir c'est vrai qu'il y a aussi un mot qui est très employé par la FNSEA. Moi, c'est personnellement une expression qui me plaît, qui me fait toujours sursauter. C'est contrainte environnementale. C'est-à-dire que l'environnement, c'est forcément une contrainte. Donc, il faudrait faire la part des choses. C'est là où il faudrait l'intelligence des situations locales. Et c'est difficile de vous faire une réponse. Je vois bien le problème auquel vous faites allusion, hein, et je pense qu'il est réel. Après, comment la loi, parce qu'en même temps, il y a des mises aux normes, d'autres mises aux normes qui sont quand même indispensables pour un certain type d'établissement. Une des grandes choses quand même qui est passée, alors c'est pas du tout ce à quoi vous faites allusion, mais un des grands scandales quand même, je le relève, qui a été très peu relevé, mais vous savez que le jour où Manuel Valls est parti de son poste de Premier ministre, un des derniers décrets qu'il a fait passer, c'est pour relever le seuil d'enquête publique. Alors je cite exactement, il faudrait que je sois précis quand on dit quelque chose, je ne me rappelle plus où c'est.
Mais attention, Enfin, parce qu'il est teigneux en plus. Vous croyez qu'il regarde les vidéos de... Ah bah, il va regarder celle que je viens de mettre en ligne, mais enfin, on en parlera une autre fois. Il y a une affiche sur lui. Il est... oui, non, mais oui, Trimble, c'est Enfin bref, une il faudrait vedette que... depuis longtemps. Non, mais j'ai trouvé... Ce que je trouve fort... Enfin, il faudrait que je le retrouve. Attendez. Ah, voilà. Le 5 décembre 2016, il a publié un décret au journal officiel. Il faut quand même regarder. Le 5 décembre 2016, c'était le jour où il démissionne de son poste de premier. Donc on peut supposer qu'il y a quand même des choses importantes à faire. Donc c'est normal. Faire des cartons, enfin des trucs quand même. Mais quand même, c'est là où on voit quand même le poids des lobbies. Il a fait passer le seuil d'autorisation pour les enquêtes d'utilité publique de 400 à 800 animaux pour ce qui concerne les élevages de veaux de boucherie ou de bovins à l'engraissement, et de 200 à 400 vaches pour les élevages de vaches laitières en stabulation. Donc pour tous ces élevages intensifs, il suffira désormais d'une simple déclaration en préfecture. Bon, déjà c'est énorme, mais ce que je trouve énorme, c'est que ce soit le jour où il s'en va. C'est-à-dire que, en gros, j'imagine quand même les relais qu'il doit y avoir pour faire passer un truc comme ça. Je veux dire, et personne n'a noté que c'était le jour, et vous pouvez vérifier, si je l'écris, à la limite, on pourrait me poursuivre pour ça, mais c'est au journal officiel du 5 décembre 2016, jour de la démission de Manuel Valls. Oui, mais... Alors, je vous ai répondu un peu à côté, mais je vous dis, une fois qu'on touche aux normes, c'est-à-dire que, vous voyez, ça peut servir aussi de prétexte. En fait, par extension, on peut penser que l'avenir du monde agricole, ça serait par exemple la station de méthanisation à tout prix. Il faudrait que, c'est ultra séduisant, mais ça demande un coût tel que forcément, c'est pas tout le monde qui pourra s'offrir ça. Et c'est un peu dans ce sens-là que je voyais le fait de se moderniser, d'avoir recours à des emprunts toujours. C'est un peu ça, il y a toujours une espèce d'élan vers alors il y a toujours plus pour aller dans assez... pour aller dans votre sens, il y a un mouvement qui est intéressant, vous devez le connaître, c'est tout ce mouvement qu'on appelle des micro-fermes, autour de fermes d'avenir, qui visent justement à établir des agriculteurs, qui viennent souvent d'ailleurs d'une démarche un peu des gens de la ville qui veulent s'établir sur 2-3 hectares. Et il y a une bataille sur laquelle il faut être très vigilant. Vous savez qu'il n'y a pas de définition officielle du mot agriculteur. Et Xavier Belin avait eu cette phrase un peu péjorative en disant oui, il n'est pas celui qui a 1 ou 2 hectares et 2-3 chèvres, il ne peut pas être agriculteur. Et derrière ça, parce que il n'y aurait pas la faculté d'avoir des aides justement de la fameuse PAC. Donc ça, en gros, ça condamnerait, ça tuerait dans l'œuf ce mouvement des micro-fermes, qui est un mouvement qui est quand même assez intéressant, qui gagne autour des villes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près, quoi. Pour aller dans votre sens, moi je pense qu'effectivement, il faut tout, il faut des fermes d'une certaine taille. Moi je pense que c'est dans un équilibre sur le territoire, et on ne fait pas l'agriculture de la même façon dans certains endroits. Donc je pense qu'il faut, cette notion de terroir, c'est aussi la notion d'adaptation à des réalités vraiment territoriales. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, quoi. Il me semble, je vais vous passer la parole, madame, qu'il y a 2 aspects complémentaires ou peut-être essentiels dans la question du jeune homme, qui sont d'une part la question du financement, une chose, le financement c'est pas forcément de l'endettement, etc. Je rappelle que là aussi, jadis, non seulement il y a eu le grand mouvement coopératif il y a quelques décennies, où il y avait une espèce de mutualisation de l'effort, mais il y avait surtout le rôle central de l'État, qui à partir du moment où c'était d'intérêt public, c'est le cas de le dire, et général, c'était l'État. Je rappelle que à la fin, au début des années 80, au moment où Mitterrand arrive, donc on avait encore Giscard et Barre à la barre, si j'ose dire. C'était pas vraiment des collectivistes, hein, c'était pas vraiment Moscou à Paris. Tout le système bancaire français était nationalisé, tout le système d'assurance. Il y avait encore le contrôle des prix, l'autorisation de licenciement administratif. Il y avait un rôle de l'État central qui dirigeait véritablement et qui influait considérablement l'économie. C'est ça qui a volé en éclats à partir du milieu des années 70, mais même en 80, il en restait quand même des éléments fondamentaux. Donc c'est un effort général, c'est une volonté politique qui fait défaut, et c'est exactement le chemin inverse qui est suivi. Le deuxième aspect, et je crois que c'est comme ça que j'avais compris votre question, c'est les normes servent surtout à produire justement des différences au niveau du rapport économique qui vont favoriser évidemment les gros. Et ces normes
à partir du moment où elles sont jugées d'intérêt public, doivent être prises en charge par la puissance publique. C'est là aussi la contradiction fondamentale. Moi, je serais qu'il y a plus là-dedans. prudent dans l'utilisation de cet argument. Je pense que le problème soulevé est réel. Non, mais je veux dire, en même ça ne veut temps, pas dire que les normes sont inutiles. voilà, mais parce c'est ce qu'en qu'on même en temps, fait. je vois qu'à chaque fois qu'il y a des dossiers de porcherie industrielle, etc., que, en gros, ceux qui sont porteurs de ces projets ne veulent surtout pas appliquer les normes. Donc c'est pour ça que... Oui, mais attends, c'est pas du tout Mais pour je sais dire que les très, normes je ne sais sont très pas bien que c'est pas justifiées. celle-là que vous... C'est-à-dire qu'elles sont instrumentalisées par le contexte général, c'est-à-dire des normes qui ont un sens et qu'il s'agit de respecter, on va en produire de nouvelles, et à chaque fois, c'est le résultat, comme l'a dit le jeune homme, c'est paf, c'est un crédit supplémentaire parce qu'il va falloir me mettre aux normes. Ouais, et puis après, on voit les... Il y a aussi on voit les panneaux solaires aussi chez les agriculteurs. En fait, en fin de compte, on se dit, pour survivre, ils sont obligés de produire de l'électricité. Enfin, c'est séduisant tout ça, mais faut les acheter, ces panneaux solaires. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut les mettre quelque part. Il faut les mettre quelque part. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu... Non, mais c'est pas équilibré, quoi. Enfin, on peut pas demander... ça, c'est simplement pour toucher des solidaires. Ouais, et puis, Ça s'appelle les contradictions du capitalisme. Ça s'appelle même chez Marx, ça s'appelle la contradiction centrale, que vous avez résumée de forme. Mais là, Madame voulait poser une autre question, je crois. Une réflexion assez naïve, surtout en cette rentrée sociale, où on a un petit peu fait le deuil de la représentativité syndicale. Où effectivement dans l'agriculture ça se passe un peu différemment parce que c'est pas vraiment des entreprises, c'est très unipersonnel et tout ça, mais en tout cas on remet pas tellement en question la représentativité de la FNSEA. Vous disiez, bon bah voilà, jusque dans les années 70 ils étaient tout seuls, ensuite il y a eu la Confédération paysanne. Voilà. C'est même pire que ça. 84 vous avez dit, ouais c'est ça. Ouais. Donc du coup, je me dis, bon ben, quid en fait de cette représentativité effective en fait. Est-ce que vraiment la plupart des agriculteurs en France se sentent représentés par la FNSEA et bien représentés et défendus, ou est-ce qu'effectivement ils se disent qu'il n'y a pas la place pour d'autres gens quoi, enfin... Il faut malheureusement reconnaître que la Confédération paysanne, elle plafonne autour de 20%, c'est déjà pas mal, hein, 20%, et c'est vrai que c'est un mystère. Enfin, par exemple, moi je connais bien la réalité sociologique de la Creuse, mais c'est vrai que, alors qu'en Creuse, dans le Limousin, enfin dans ce genre de territoire, la Confédération paysanne devrait être comme un poisson dans l'eau. On a fait croire aux paysans creusois qu'il fallait que leur salut passait par la FNSEA, et ils votent majoritairement pour la FNSEA. Je le déplore, mais je ne sais pas comment vous le dire. Mais parce que c'est vrai aussi, alors peut-être que c'est depuis la ville et tout ça, mais on entend quand même aussi ces rumeurs-là qui disent qu'il faut absolument adhérer finalement à ce syndicat-là pour pouvoir bénéficier de... Mais c'est ce que je vous ai expliqué, il y a quelque chose qui existe historiquement, c'est ce qu'on a appelé au lendemain de la guerre le serment de l'unité paysanne. Qui a été faite de façon c'était dans les années 45-46. Donc en gros, contre l'ennemi, la ville, il fallait, en gros, on peut avoir des différences, c'est l'idée qu'on lave notre linge en famille, etc. Bon, et comment ça a été perverti? Enfin, je vous cite notamment, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Xavier Belin, mais pour moi, le dirigeant le plus nocif de la FNSEA, c'était vraiment François Guillaume. Hein. Et vraiment, et à un moment où justement, tous les problèmes de surplus, c'est là où il aurait fallu... au début des années 80, on voyait l'impasse. Hein, c'était le début, et c'est là où il aurait fallu. Et il a su, avec un certain talent, remobiliser le monde agricole en lui désignant un ennemi qui n'était pas son ennemi, à savoir le monde urbain, etc. Et je pense que malheureusement, on a dû rêver. Alors aujourd'hui, ça craque davantage. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus ouvert. Et ce qui s'est passé quand même, il y a un conflit quand même, je trouve que là pour le coup ça a été intéressant, le conflit Lactalis. Pour la première fois, mais sous la pression de sa base, la FNSEA a nommé le véritable responsable des prix écrasés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas déversé du fumier devant les préfectures. Il n'a pas apprécié ça d'ailleurs. Voilà. Oui, puisqu'ils ont rompu les contrats avec les paysans. Du tout apprécié. Les paysans courageux. Mais c'est vrai, je me suis dit, tiens, il se passe peut-être quelque chose. Pour la première fois, la FNSEA dit, c'est pas l'État, c'est pas la préfecture. Quand même, incidemment, une situation qui était impensable jusqu'à la fin des années 60. Jamais l'État, la puissance publique, n'aurait laissé se développer des situations pareilles. Le comportement, j'ai oublié son nom, là,
je vais pas le patron d'Actalis là, Beignet ou je sais pas quoi. On voyait qu'il y avait une injustice fondamentale et intolérable faite soit aux éleveurs, soit aux producteurs de lait, et ça ne passait pas, quoi. Des mesures étaient prises tout de suite. Là, le moins qu'on puisse dire, c'était que l'intervention de Le Foll, pour ne pas le citer, était plus que pusillanime. Et je ne sais pas d'ailleurs sur quoi ça a débouché, toute cette affaire dont on n'entend plus parler. Il y a une revalorisation étalée dans le temps, mais enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Oui, pardon, allez-y. Donc, tu as bien précisé que tu n'étais pas pour une chapelle 100% bio. Je suis rarement pour les chapelles 100%. Ah, bon, moi, je suis très méfiant vis-à-vis du bio. Par contre, tu as utilisé le terme plusieurs fois dans ton exposé. Et je pense que ce qui est normal, tu l'utilises plusieurs fois dans ton livre. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'entre l'agroalimentaire, la FNSEA, la nourriture de masse, et la chapelle bio, le dogme bio, il n'y a pas beaucoup de place maintenant, c'est l'impression que ça me donne, pour quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire que le bio est en train de prendre voilà, les gens raisonnent bio maintenant et ne laissent plus de place à une alimentation, je dirais, plus saine entre les deux. Alors, moi, c'est pas des mots que j'emploierais, chapelle. Pour connaître, je connais assez bien, parce que je suis allé dans sa ferme, Stéphanie Pajot, qui est la présidente, une femme, c'est intéressant d'ailleurs, présidente de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Je peux dire qu'elle est tout sauf dans un esprit de chapelle ou de dogme. Donc, voilà. Donc, déjà, pour te rassurer. Après, je pense qu'effectivement, il y a une place, d'ailleurs, quand on interroge les Français sur un peu les signes de qualité, les trois qu'ils citent, à part égale d'ailleurs, c'est le label bio, AOC, appellation d'origine contrôlée, et le label rouge. Donc je pense que les gens, voilà... Non, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a une... au contraire, je pense que... Non, je pense qu'il y a une pluralité... Et c'est ça, une fois de plus, ce qui est intéressant. Et honnêtement, quand on interroge... et puis, soyons clairs, il va y avoir... Le bio va être victime de son succès. Évidemment qu'après, il va y avoir des gens qui vont... On va dire des margoulins, etc. Il va y avoir des fraudes, etc. Mais ça, je dirais, c'est la vie. Quand quelque chose a du succès, après, voilà. Le bio, en soi, c'est pas le paradis sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est la démarche sociétale que ça implique, le bio, mais pas que le bio, tout ce mouvement de retrouver un lien, alors que j'appelle le terroir, mais c'est au plus large, le territoire, retrouver la maîtrise, l'agronomie, c'est quand même la base, le sol, c'est pour ça que j'ai fait un chapitre aussi sur les sols, la base de retrouver ce lien avec, voilà. Moi je suis plutôt confiant, après des dérives sectaires, il y en a partout, donc soyons clairs. Donc ce qui est intéressant, au contraire, moi ce qui m'intéresse c'est ce pluralisme-là. Voilà. C'est qu'on va passer d'un système un peu avec un modèle quand même qui laissait peu de place, enfin voilà, qui se voulait unique, hyper spécialisation des productions et qui est quand même dans une impasse totale, économique, sociale et environnementale, enfin c'est pas la peine de le dire, et qu'aujourd'hui il me semble qu'il y a une pluralité de solutions dans lequel le consommateur a son mot à dire. Le consommateur est le mangeur, le cuisinier, enfin voilà. Je comprends bien, il faudrait interdire le bio dans les supermarchés. Oh, interdire, informer, enfin moi je pense interdire. Non, moi je suis pas... non. Mais tu sais, ce qui fait la distinction, c'est le marché. Le bio, c'est une question de marché, c'est une étiquette, c'est des prix. Donc, il y a un marché du bio, il y a des consommateurs du bio, il y a ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès, et il y a ceux surtout qui s'appliquent à continuer de gagner le maximum, à faire le maximum de marge tout en mettant des étiquettes bio. Et c'est surtout cela le problème, il me semble. Moi, j'ai aucune raison de faire la publicité pour vous, mais je trouve que je connais bien le PDG de Biocoop et bon, je trouve qu'il essaye de garder quand même un esprit coopératif. Je l'ai vu aussi au tribunal de La Haye, il avait financé une partie du voyage des paysans qui sont venus d'ailleurs pour témoigner. Enfin, je trouve, voilà, donc je trouve qu'il y a des gens qui conservent des valeurs. Enfin, moi, j'ai pas, voilà, j'ai rencontré, voilà, chaque chapitre, je l'ai ouvert avec un témoignage de personnes qui ne sont pas d'ailleurs que des agriculteurs bio. Je pense qu'il y en a un autre là qui
qui s'appelle Quentin de la Chapelle, qui est au bout de nulle part dans la Meuse, vraiment un territoire délaissé, etc. Bon, il fait partie d'une association qui s'appelle Campagne Vivante. Voilà, ils ont le souci des autres. Enfin voilà, moi les gens que j'ai rencontrés, ils avaient le souci des autres. Et moi je pense que c'est comme ça, en mettant ensemble les consommateurs, les écologistes, les paysans de la Confédération paysanne, qu'on va arriver quand même à quitter ce système qui est quand même aujourd'hui dans une impasse. Donc voilà, c'est plutôt... Eh bien, oui, attends, une dernière question, la dernière. Hein. Attends, c'était une belle conclusion là. Allez, très bien, monsieur, tu pourras conclure à nouveau. Vous disiez Il y aura une deuxième chance. Le bio pourrait peut-être être victime de son succès, mais il l'est déjà dans une certaine mesure. Parce que dans les supermarchés, quand on voit la quantité de produits bio, il y a peut-être un problème. Oui, mais ce qui est intéressant... Est-ce qu'il est vraiment produit en bio? Moi, quand je vois des biscuits... C'est un élément de marketing maintenant, essentiellement. Voilà, parce que quand je vois un paquet de biscuits marqué bio et que je vois qu'il est fait à base d'huile de palme, par exemple, alors, essayons... ça pose quelques petites questions. Quoi. Oui, bien sûr. L'huile de palme produite en Indonésie. Mais je répondrai aussi, alors, Je suis pas certain que ce soit bio, déjà. des fois les gens sont intelligents et là, le boom du bio, et c'est des chiffres qui sont vérifiables, a profité à tout le monde. C'est-à-dire la hausse de la consommation bio, elle est répartie à la fois entre les supermarchés, qui viennent par intérieur, on est bien d'accord, mais je vais quand même rajouter quand même quelque chose. Je pense qu'il y a aussi des gens qui n'oseraient jamais aller par ce qu'on appelle les habitudes culturelles, dans une AMAP, etc., et qui peuvent avoir accès au bio par des supermarchés. Donc moi, je ne jetterai pas non plus la pierre aux gens qui achètent bio dans les supermarchés, parce que c'est aussi une façon de toucher les classes populaires. Soyons quand même aussi clairs là-dessus. Mais ceux qui organisent le marché... Oui, d'accord, mais bon, on peut leur reprocher alors, certaines... je termine, donc un tiers d'augmentation de vente dans les supermarchés, un tiers d'augmentation dans les magasins spécialisés, et un tiers dans ce qu'on appelle tous les circuits courts, etc. Donc c'est plutôt rassurant de voir que justement ce boom n'est pas capté uniquement. Donc voilà, cette pluralité, c'est un peu la base de ces 1000 terroirs, de ces 1000 attitudes, et je trouve qu'elle est plutôt encourageante. Après, l'histoire n'est jamais écrite. Hein. Peut-être qu'on se retrouvera dans 3-4 ans, et voilà, j'écrirai un livre sur les dérives, etc. Je trouve que la période est intéressante. Voilà. Si je peux terminer là-dessus. Voilà. Donc, à suivre avec intérêt. Toujours à suivre. Merci. Merci. Merci, Olivier.